C'est un podcast Vivre FM. Au passage des artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arens. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des artistes. Je vous emmène à nouveau arpenter des chemins à travers la culture. Je vous embarque tous les week-ends à 10h à la rencontre d'une personnalité du monde artistique. Et parce que les histoires n'existent que lorsqu'on les raconte, je vous propose de vous conter celle de mon invité aujourd'hui. Il est humoriste, comédien, chroniqueur radio également. Il s'est essayé à la chanson, on y reviendra d'ailleurs. Il est passionné de photos. Il est notamment connu pour son duo comique Chevalier et Las Palès, aux côtés de Régis Las Palès. Après quelques années de droit, il obtient son certificat en criminologie. Et oui, sans doute pour mieux préparer la scène de crime. Parce que, il se réjouit de nous faire rire, et mourir de rire d'ailleurs. Bonjour Philippe Chevalier, bienvenue. Bonjour Jazia, bonjour. Bienvenue à vous sur Vivre FM. Alors, je vous invite à prendre ce passage des artistes en compagnie de nos auditeurs pour évoquer dans cette première partie vos débuts. Alors, vous êtes le cadet d'une fratrie de 4 frères. Enfin, je suis pas le cadet, je suis le dernier. Oui. Oui, c'est ça. Oui, parce que le cadet, c'est le deuxième normalement. C'est le deuxième, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, vous êtes donc le plus jeune d'une fratrie de 4 frères. Oui. Et votre papa était magistrat. Alors, est-ce que c'est un peu en allant vers, en tout cas, vous avez été influencé ou orienté vers le droit? Est-ce que c'est Oui, alors d'abord, j'étais nul en maths. Bon, donc quand on est nul en maths, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a passé son baccalauréat? Il reste le droit ou les lettres. Alors je voulais faire des lettres. Mon père m'a dit « Oh oui, mais j'ai bien mis les lettres, ça ne va pas avoir de débouché. Fais donc du droit. » Donc j'ai fait du droit. Au bout de 15 jours, j'en avais marre, je voulais déjà changer. Alors mon père m'a dit « Bah non, t'es engagé, tu poursuis. » Bon. Donc j'ai fait du droit avec difficulté. Parce que j'ai eu laborieusement une licence. Parce que j'ai échoué à ma maîtrise. J'ai redoublé ma 3e année. Donc j'étais un peu dissipé, ça ne m'intéressait pas tellement. Mais j'étais pas mauvais en droit pénal. Oui. Et c'est pour ça que j'ai passé après, parallèlement, mais ça a été validé malgré l'échec à la maîtrise, un certificat de criminologie. Voilà. Alors et après, c'est quoi exactement c'est-à-dire que quand vous êtes en maîtrise de droit, parce que j'étais à la frontière, j'étais vraiment à la jonction j'étais la première génération de ce que la licence est devenue maîtrise en 4 ans. C'est-à-dire que la licence était en 3 ans et elle est devenue licence. Alors, la licence était en 4 ans et elle est devenue en 3 ans. Donc j'aurais dû normalement être licencié en droit à 20 ans, après avec mes 3 années. Mais j'ai redoublé pour une matière très marginale, mais j'ai eu un 0 éliminatoire. Enfin, je suis même passé en conseil de discipline. Enfin, c'était toute une histoire. Enfin, une histoire très relative. Hein. Dans le sein des seins de la faculté de mandarine par excellence, qui était la faculté de droit de Montpellier dans les années 70, où il y avait un ramassis de crétins, je veux dire, qui étaient des gens assez gratinés. Enfin bref. Qui vous ont peut-être inspiré. Qui m'ont peut-être inspiré, puis c'est la vie, c'est pas, j'ai pas non plus, j'en suis pas mort. Donc j'ai redoublé ma 3e année alors que j'aurais pu passer parce que j'avais le nombre de points, mais j'ai eu un 0 pointé, enfin bref, etc. Et donc je suis passé en 4e année, en faisant d'ailleurs une discipline, enfin, en n'utilisant pas la discipline pour laquelle on m'avait collé, donc et puis la maîtrise, là j'étais carrément dissipé, ça m'avait énervé. Et donc, je n'ai qu'une licence, mais j'ai quand même passé, avec brio, je dois dire, avec un 19/20 en psychologie, c'est pour ça que j'ai eu mon diplôme de criminologie, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec un diplôme de criminologie? Rien du tout. Alors, votre éminent collègue, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Philippe Bouvard, qui est un homme de radio et pas que de radio, me présentait parfois quand j'étais aux grosses têtes en disant... C'est grâce à son diplôme de criminologie qu'il a pu repérer Las Palès. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme de criminologie? Je serais tenté de vous dire, je crois que j'ai un de mes collègues illustres qui s'appelle Mathieu Madénian, qui a, je crois, aussi un diplôme de criminologie. En fait, ce diplôme en lui-même, c'est juste une spécialité qui s'inscrit dans le cadre d'une maîtrise. Ça peut aider si on veut passer un concours d'inspecteur de police ou de commissaire de police. Mais c'est vrai que... Alors, il y avait des matières qui ne m'intéressaient pas tellement. La police technique, j'y comprenais rien. La procédure pénale non plus. Je ne vous parle pas de la... Comment ça s'appelle, la médecine légale.
Alors on assistait à des... Alors là, enfin, moi je détournais la tête, comme la plupart d'ailleurs de mes amis de l'époque qui étaient tous des gros rugbyman, et on avait tous envie de dégueuler, sauf les petites nanas très comme il faut, qui elles, ça leur faisait rien du tout. Voilà. Là aussi, on apprend des choses. Oui, c'est vrai. Et alors, il se passe quoi en 1980 ? Vous rencontrez votre... Alors, c'est ça. Donc, je sors de la faculté de Montpellier en 78. J'étais donc à Montpellier. Je viens vivre à Paris. Et mon père qui m'avait toujours dit, je reconnais qu'il m'avait toujours dit, d'abord, j'avais fait le conservatoire de Nantes et de Nîmes. Bon. Mais le conservatoire de province, c'est bien, mais c'est pas non plus une garantie de quoi que ce soit. D'ailleurs, rien n'est une garantie de quoi que ce soit dans ce métier. Les diplômes ne servent à rien. Et puis, mon père me dit, tu devrais t'inscrire au cours Simon. Donc, je me suis inscrit au cours Simon. Et là, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je le dis avec tous les guillemets et toutes les pincettes qu'il faut. Il s'appelle pas Maurice, hein, il s'appelle pas Maurice, il s'appelle Régis. Et là, on a eu la chance d'écrire une pièce ensemble parce qu'on avait une prof chez Simon qui était formidable, qui était Françoise Angèle. Elle faisait appeler Engel Pia. C'était l'épouse de Jean Pia. Et nous avait dit, vous devriez écrire tous les deux. Et donc, on a écrit une pièce qui s'appelle Pas de fantaisie dans l'orangeade, qu'on a joué dans un café-théâtre. Et là, ça a été le début de l'aventure bouvardesque, puisque Bouvard allait piocher ces jeunes faisant des impros dans les cafés-théâtres. Et puis vous allez au cinéma également, parce qu'après, les choses évoluent et vous vous retrouvez tous les deux au cinéma. Oui, alors on a coécrit un film qui s'appelle « Ça n'empêche pas les sentiments », qui, comme on dit, des films qui n'ont pas marché, n'avaient pas trouvé son public. Il y avait le pari également. Hein, le pari alors après, c'est le pari, oui. Je m'arrête 2 secondes sur Ça n'empêche pas les sentiments, parce qu'il y a eu un dossier spécialement consacré à notre film, qui est considéré comme un film culte, et qui a eu les honneurs du spécial revue de la revue Première, qui a fait un numéro sur les films cultes, et on a une grande part là-dessus. Ce film qui avait été réalisé par Jean-Pierre Jackson. On en a d'ailleurs, Régis et moi, les droits d'exploitation maintenant. Il est sorti en 98, mais on ne sait pas où est la bobine. On ne sait pas où est le négatif. Alors c'est idiot parce qu'on voudrait le vendre, on ne peut pas le vendre, on n'a pas l'instrumentum, comme on dit. Bon. Et alors après, il y a eu le pari, à peu près au même moment. Avec ça aurait pu être le sujet d'une pièce de théâtre, hein, oui, cette histoire de bobine. Oui, la bobine, oui, c'est ça. La bobine qui ne nous revient pas. Oui, c'est ça, oui. Et donc, qu'est-ce qui a fait votre succès ? Parce que on le disait tout à l'heure, moi j'étais partie sur 40 ans, mais en fait vous avez vécu cette belle histoire et puis cette belle aventure. Combien de temps ? On se connaît depuis 41 ans et on a travaillé ensemble 36 ans. Alors c'est quoi le secret de écoutez, j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer Alexis Grus. Enfin, je le connais depuis longtemps, Alexis Grus, qui est ce grand homme de cirque, qui s'y connaît non seulement en chevaux, mais en acrobatie et en clown. Et il m'a dit, vous êtes, Régis et toi, vous êtes un exemple parfait de clown, c'est-à-dire le clown étant le clown blanc, celui que j'incarne, c'est-à-dire le raisonneur, l'idiot prétentieux, et l'autre qui est l'idiot nature, qui est Las Palais, qu'on appelle l'Auguste. Et cette alchimie, cette connexion, cette connivence, il m'a dit, tel que vous l'aviez reçu, tel que vous l'avez vécu, c'est une grâce, c'est un don du ciel. C'est-à-dire, ça ne se commande pas, ça ne se fabrique pas, c'est comme ça. Et je prends très souvent le taxi, puis je côtoie beaucoup de gens, et tout le monde me dit, mais c'est vrai que Las Palais et vous, c'est un couple, alors j'ose pas dire mythique, parce que ma modestie, vraie ou fausse, va en souffrir, mais c'est vrai qu'il y avait entre nous une espèce de mariage incroyable. Alors pour l'instant, ce mariage, il y a une séparation de corps. Je pense qu'on ne va pas aller vers le divorce, et je pense que d'ici quelque temps, on va refaire des choses ensemble. Mais c'est vrai que ça a frappé... on a marqué d'une empreinte, en tout cas, notre hexagone, et un peu les Suisses et les Belges aussi. Oui. Et alors, comment les choses ont démarré ? Parce que vous vous retrouvez... dans un cours, au cours Simon. Dans un cours, donc le cours Simon. Mais comment cette alchimie s'est développée ? Tout de suite, vous l'avez su ? Oui, lui. C'est-à-dire c'est un coup de foudre réciproque. Ouais. Comme dirait Régis, s'il était à ma place, il disait « on riait des mêmes choses ». On riait des mêmes choses. C'est un bon début. On se moquait des mêmes choses. Et on avait un passé familial, quoique différent sous beaucoup d'aspects. D'abord, moi j'avais une mère parisienne, un père provincial. Lui, il avait
2 parents provinciaux d'origine, mais ayant vécu à Paris. Lui a toujours vécu à Paris, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis arrivé à Paris à l'âge de 20 ans. Mais on avait ce que j'appelle l'un et l'autre. D'abord, on avait chacun 2 parents qui étaient des gens charmants et rieurs, qui aimaient rire et qui nous foutaient la paix. Bon. Et il paraît que votre maman était assez fantasque. Elle était à hurler de rire, à la fois volontairement et involontairement. Et la meilleure part de nous-mêmes, quand on est comique, c'est la part involontaire, celle qui nous échappe. Ça, j'ai toujours entendu Bouvard nous le dire. Bon. Ma mère, elle était incroyable. J'avais des trucs, moi j'avais envie de me foutre sous la table, tellement je me disais, mais c'est pas vrai. Enfin, bon. Un peu comme d'ailleurs la mère de Louis de Funès. Malheureusement, j'ai pas fait la carrière de Louis de Funès au cinéma. Bon. Mais on avait des parents charmants, mais malgré tout, et c'est ça qui nous a unis, avec, je dirais, un surmoi d'éducation. Hein. C'est mouche-toi, dis bonjour à la dame, malgré tout. De même que la grand-mère de Régis lui tricotait ses pullovers quand il avait 15 ans, et moi, c'est ma mère qui me les tricotait. C'est-à-dire qu'on était les seuls lycéens, on a 1 an d'écart, lui à Paris et moi à Nantes, à avoir des pullovers tricotés, moi par ma mère et lui par sa grand-mère maternelle. Oui. Donc, ça marque. Ça marque, et donc ça nous faisait rire, parce que nos parents en même temps n'étaient pas du tout coercitifs, mais c'était comme ça. Bon, c'était dis bonjour à la dame, mouche-toi, mange ta soupe, etc. Bon. Alors, on n'était pas les seuls, mais nous, on l'a parfois vécu peut-être d'une manière un peu handicapante, et quelques années après, au jeune âge adulte, quand on s'est retrouvés, ça nous a fait rire. Et ça nous a donné un matériau, ça nous a donné une matière. Philippe Chevalier, oui. On va prendre une pause parce que je oui. pense que on va encore continuer. Alors, si vous êtes en forme, bien évidemment. Mais je suis en forme. Oui. On va encore se balader donc à travers votre parcours. On fait une pause et puis on reprend tout ça très vite. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Nous sommes toujours au Passage des Artistes en compagnie de Philippe Chevalier et on parlait justement parce que c'est un plaisir de vous recevoir et puis d'écouter vos anecdotes. On va continuer à parler un peu de votre duo et justement la question moi, qui me taraude aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez gardé cette même complicité aujourd'hui, même si vous n'êtes en ce moment pas ensemble sur scène? Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, il y a, entre Las Palais et moi, d'ailleurs, ma mère l'appelait son 5e fils, parce qu'elle a eu... Donc, Régis, qui est quelqu'un d'un peu dans sa coquille, aimait beaucoup ma mère, parce qu'ils avaient en commun, chose assez drôle, l'amour de l'Angleterre. Ma mère adorait l'Angleterre et les Anglais, bon. Et Régis aussi à cause de la course automobile. Il aime beaucoup l'Angleterre, ça le fascine, etc. Je crois qu'il n'y est allé qu'une fois, mais il aime beaucoup l'Angleterre. Bon. Et il y a entre nous une forme de gémellité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se parler. Et quand Régis a décidé, il y a 5 ans, qu'on arrête le duo, parce que Ruquier lui a proposé une pièce, etc., puis de fil en aiguille, etc., puis il est obsédé par le cinéma. Et il pense, à plus ou moins juste titre, que le duo l'empêche de faire du cinéma. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais ce n'est pas complètement absurde non plus. Hein. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, comme dirait le personnage des rustres de Goldoni. Alors, il y a une gémellité. Je vais raconter une anecdote. La première fois qu'on est parti en Nouvelle-Calédonie, on devait partir en Nouvelle-Calédonie pour jouer, c'était en 91, donc il y a déjà plus de 30 ans. Alors c'est toute une affaire parce que Régis n'était pas très habitué au voyage. Moi, j'avais déjà plus voyagé que lui, mais là c'était un très long voyage et on décide... C'était au mois de mars, je me rappelle, mars 91, je crois, ou mars 92. Oui. Donc, il fait encore froid à Paris, mais on savait qu'en Nouvelle-Calédonie, il allait faire chaud. Donc, moi, je décide de m'acheter des vêtements d'été. Et je vais au Bon Marché, pour ne pas le nommer, qui n'était pas tout près de chez moi. D'ailleurs, je décide d'aller au Bon Marché. Bon. Et puis, je m'achète une veste d'été et un pantalon d'été. Bon. J'avise une vendeuse, j'emmène la vendeuse, je veux un pantalon de toile pour aller sous les tropiques, très bien. J'essaye mon pantalon de toile, bleu, je sors de la cabine, et en face, sort de la cabine d'en face, Las Palais,
qui s'était acheté un pantalon de toile beige, parce qu'il était souvent en beige, enfin en marron clair. Ouais. Et donc on était allés chacun de notre côté sans se concerter. Sans se concerter. Alors lui, le bon marché, il n'était pas très loin, donc il y allait souvent. Moi, c'était un peu exceptionnel que j'y aille. On se retrouve nez à nez. Alors, il avait eu affaire à une vendeuse qui était persuadée qu'on était venus ensemble, alors que pas du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant 30 secondes, on ne s'est pas dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là ? On était persuadés qu'on était venus ensemble. C'est-à-dire qu'on a occulté le fait qu'on était venus chacun de notre côté. Extraordinaire. Ça, c'est une espèce de phénomène très étrange quand même. Et là, il faut le dire, vous n'êtes pas jumeaux, on est d'accord. Ah, on n'est pas jumeaux, non. Il n'est pas le frère caché. Non, d'abord on a 1 an d'écart. Il est plus jeune que moi d'1 an. Et non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de faute, ni de la part de monsieur, ni de monsieur Laspalès, ni de monsieur Chevalier. C'est assez incroyable. Non, mais c'est une histoire amusante. Ouais. Ouais. Mais on est en télépathie. Hein, ouais. Là, je l'ai revu il y a pas. Alors, parce que là, pour l'instant, évidemment, nos liens sont distendus parce que il va qu'à ses pièces de théâtre, à ses occupations, moi aux miens et aux miennes. Mais on n'a pas besoin de se parler, en fait. Est-ce que il est plus simple de jouer seul qu'à deux ? Non. Alors là, je suis catégorique. Ouais. J'ai fait toute ma vie du two-man show et du théâtre, parce qu'on a joué aussi plusieurs pièces de théâtre ensemble, mais avec d'autres comédiens, et puis aussi séparément avec d'autres comédiens. Et quand j'ai attaqué mon one-man show il y a 3 ans, parce que je me suis dit, tiens, je vais essayer, parce que ça m'amusait. Et là, je me suis rendu compte de la difficulté, parce que la difficulté du one-man show, c'est que vous ne pouvez pas laisser le moindre blanc. Au théâtre, vous pouvez vous reposer. Vous avez Robert qui parle en face, et dans le two-man show aussi. Le two-man show, en fait, c'est du théâtre. Même si vous faites si vous cassez le 4e mur, si vous jouez avec le public, c'est quand même, vous avez un partenaire. Alors, ça a l'air la palissade, ce que je dis, mais là, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait de one-man show, et c'est épuisant. Après, je m'y suis fait un peu, etc. Bon, et c'est très jouissif après, parce que vous ramassez tout pour vous. Vous prenez les cajots de tomates que pour vous, mais les roses aussi que pour vous. Voilà. Non, c'est un exercice très difficile, le one-man show. Et d'ailleurs, j'en avais mésestimé la difficulté. Et alors, est-ce que ce duo vous manque aujourd'hui avec un peu de recul, parce que vous avez fait des choses différentes pendant un laps de temps ? Ce que je regrette, par exemple, là, il y avait... alors, moi, j'ai l'occasion d'écrire beaucoup de choses dans mes chroniques avec Paris Première, etc. Bon. Donc je suis toujours dans l'écriture. Puis je joue beaucoup de pièces, comme régisseur. Le two-man show, c'est pas que ça me... Le two-man show me manque, je vais vous dire par exemple pourquoi. Quand il y a eu le Covid, qui nous a quand même enquiquinés pendant 18 mois, et même sur une durée globale de 2 ans. Bon. J'avais une foule d'idées. Mais une foule d'idées... pas pour un personnage. J'avais une foule d'idées idiotes pour 2 personnages. Alors j'ai rien couché sur le papier parce que je savais que ce serait ponctuel, donc de toute façon qu'on n'allait pas se remettre ensemble tout de suite. Mais on aurait été tous les deux, on aurait fait 3 séances ou 5 séances ou 6 séances de travail, on pondait un spectacle sur le Covid. Alors, est-ce que ces écrits sont quelque part cachés dans un tiroir ou pas du tout ? Non, parce que j'ai pas commencé. Ouais. J'ai été, alors c'est facile de le dire, évidemment, à dire après, on aurait écrit un chef-d'œuvre. Ouais. Non, parce que si vous voulez, autant j'aime bien écrire pour moi tout seul, quand je fais mes petites chroniques à Paris Première, là c'est très différent. Ouais. Mais là, j'avais vraiment, sur le Covid... Il y avait des idées fantastiques à faire. Et d'ailleurs, mon ami cinéaste Philippe Harel, que vous connaissez certainement de réputation, m'a dit « Mais je voudrais vous filmer, faire un... » Il voulait nous faire des chroniques. Mais Régis, c'était pas dans cette optique-là, donc on n'a rien fait. Et donc, je voulais pas écrire à 2 voix si c'était pour rien. Enfin... Pour fermer cette parenthèse, Laspalès... Est-ce que vous êtes en discussion pour reprendre ce duo ? Alors, à court, moyen, long terme. On n'est pas en discussion parce que, comme je vous le disais, c'est pas la peine de parler à Régis. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Ouais. Il sait que moi, je suis tout à fait partant. Mm-hmm. Pour l'instant, il est encore dans son optique à lui.
Le jour, et c'est pas du tout exclu, hein. Bon, faut pas qu'on attende d'avoir 98 ans, Oui, parce que là, ça. ce sera un peu les deux mecs du Muppet Show. Déjà que ça pourrait commencer. Mais un jour, il me passera un coup de fil. Et ce sera oui tout de suite. Voilà. Puis on fera peut-être pas des sketchs, mais on pourrait au moins faire une pièce. Ça serait très facile. Ouais. On va parler de votre passion également, parce que vous avez une passion qui est la photo. Oui. Comment est-elle née cette passion ? Alors en réalité, j'ai fait des photos, mais c'est une passion monomaniaque, puisque c'était pas tellement ma photo qui était la passion, c'est une sorte de dilection, pour employer un mot un peu pédant, pour les jambes de femmes, et les jambes de femmes gainées de collants. De collants. Et ça vous vient, ça vous vient de votre métier à l'époque où vous étiez publicitaire ou oui, pas ? Oui, j'ai fait un stage de 6 mois dans la publicité, dans une petite agence à Montmartre, et on est tombé un jour sur un prospect qui voulait nous faire une campagne. Alors moi, j'étais stagiaire, contrat-bar, solidarité, enfin je ne comptais pour rien. Bon. Et il y avait une marque de collants de l'Est de la France, ou même peut-être bien du Luxembourg, qui avait un projet. Et moi, j'ai eu une idée, qui était d'ailleurs, je dois dire, révolutionnaire, j'ai pas honte de le dire. On est en 78-79. C'était l'époque où, c'est ça, c'était après le cours Simon et avant que je retrouve Las Palais au cours de Françoise Pia. L'idée, c'était de dire, finalement, il faudrait que des femmes qui ne soient pas des mannequins, qui soient Madame Tout-le-Monde, donc la ménagère de moins de 50 ans, voire la ménagère de plus de 50 ans, mais le concept n'existait pas. Ces gays-là débutaient à peine. Enfin, il faudrait que photographier des femmes bien en chair pour que cette esthétique du nylon gainant, finalement, alors c'est une idée vieille comme le monde, mais les mettre en valeur. Alors on m'a pris pour un fou, mais j'ai fait quand même une maquette qui m'a été recommandée d'ailleurs plusieurs années après, etc. Et donc j'ai pris en photo des copines à moi qui n'étaient pas des mannequins. Et puis après, j'ai photographié des femmes qui étaient calipiges, qui étaient des femmes... Mais après, j'ai gardé ça pour moi. Et puis, des années après, j'ai fait une expo. Et alors, la photo, est-ce qu'aujourd'hui, il y a non, d'autres projets ou vous arrêtez ? J'ai arrêté parce que j'ai fait beaucoup de... D'abord, j'ai commencé avec le Polaroid. J'ai d'ailleurs eu beaucoup d'extraits, j'ai eu beaucoup de presse. C'est très étonnant parce que j'ai eu 2 articles dans Libération, j'ai eu la dernière page de Libération pour ça. Et d'ailleurs, à Libération, ils ignoraient vraiment avec une superbe affichée le fait que je sois comédien. Enfin, ça les intéressait pas. J'étais uniquement le créateur de machin. Et puis, je me suis rendu compte qu'après, en France, c'est très difficile d'avoir 2 casquettes. On peut pas... En plus, un humoriste qui fait des photos, il faut bien le dire, érotiques, parce que c'était des photos érotiques, mais on n'avait pas le droit de dire que c'était des photos érotiques, c'était de l'art, donc c'était pas de la photo de charme. Parce que vous savez, en France, il y a toujours des tiroirs. Donc j'ai grenouillé j'ai grenouillé un peu dans ce milieu. J'ai même exposé à Miami, j'ai exposé à Nantes, j'ai exposé en Belgique, j'ai exposé, mais j'ai vendu très peu de photos. J'ai quand même fait 2 ventes aux enchères, ce qui m'a permis d'exister. C'est-à-dire que un artiste, que ce soit un photographe ou un peintre, n'est répertorié sur des sites internet comme Artnet ou Artprice que s'il a fait une vente aux enchères. Bon. Enfin, au moins une vente aux enchères, ce qui a été mon cas. Donc, on voit quelques-unes de mes photos, mais qui ne sont plus à vendre parce qu'elles ont disparu. Je crois qu'il y en a qui sont en Thaïlande chez un galeriste qui m'avait exposé, mais qui est parti avec, d'ailleurs, sans me les voler, avec mon consentement. Et puis après, il faut avoir un argumentaire. Alors, j'avais un argumentaire. J'ai fait ma préface de Cromwell sur ma philosophie de ce que j'appelle le fétiche oublié, c'est-à-dire celui du collant, puisque le vrai fétiche noble, c'est le bas, etc. Bon, donc j'ai toute une théorie là-dessus. Mais je me suis rendu compte que ça allait pas aller très loin et j'ai raccroché les gants assez vite. Mais ça m'a amusé, ça m'a apporté j'ai été l'objet d'une sorte de curiosité de la part aussi bien de l'éboueur. Je me rappelle quand j'habitais dans le 8e, il y avait un jour des éboueurs qui m'ont dit, ils avaient vu ça, j'ai fait pas mal d'émissions de télé, puis elles sont sur Internet. Ils m'ont dit, oh, monsieur Chevalier, alors je me disais, tiens, il aime bien le train pour peau. Non, il aimait bien mes photos, voilà, bon. Alors, mais il y a aussi le fait, et juste j'en termine là-dessus, que la photographie est devenue maintenant un art tellement pléthorique, parce que, notamment avec les portables, moi je travaillais avec un numérique, d'abord au Polaroid, et après avec un numérique, j'ai jamais fait d'argentique. Et aujourd'hui, n'importe qui, à condition d'avoir un œil, peut faire de très belles photos.
Donc c'est la pléthore. Donc bon, j'ai moins de scrupules à avoir laissé tomber. Mais j'ai encore plein de photos et on peut les retirer, on peut en vendre, voilà. Eh bien, on va, pour cette troisième partie qui arrive, on va parler de théâtre. On va revenir au théâtre parce que j'imagine qu'après cette léthargie, cette anesthésie intellectuelle qui a duré quand même quelques temps, un peu trop d'ailleurs à mon goût, la scène, le public vous a certainement manqué. Oui, alors évidemment, le public nous a manqué, les comédiens ont manqué au public. Oui. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a peut-être un changement de mœurs maintenant. C'est-à-dire que les gens, comme ils sont habitués à avoir tous les films qu'ils veulent sur des plateformes, comme on dit maintenant, et puis c'est vrai qu'avec là, j'ai vu récemment un film, j'ai vu un petit chef-d'œuvre, je ne sais pas pourquoi je dis petit, c'est Aline de Valérie Lemercier. Je ne suis pas allé au cinéma. Je l'ai regardé sur mon bouquet Orange ou je sais pas quoi. Je ne sais même pas si je l'ai payé. Je crois que c'était gratuit. Enfin bon. Donc elle a fait 1 300 000 entrées. J'ai vu ça. En temps normal, elle aurait fait au moins 3 ou 4 millions. Donc il y a un... Parce qu'évidemment, puis maintenant, on attend 6 mois et on a le film. Bon, chez soi, même si on n'a pas un écran géant. Bon. Donc il y a ça. Il y a le fait que... alors, il y a des pièces... Alors, le théâtre, évidemment, c'est par définition le spectacle vivant. Enfin, ce qui est une formule idiote, parce que bon, tous les spectacles sont vivants, mais je veux dire que c'est pas de l'image. Donc on ne peut pas remplacer le théâtre, même s'il y a de très bonnes captations. Il faut savoir que maintenant, les gens qui captent les pièces de théâtre sont de plus en plus sophistiqués et on n'est plus au théâtre ce soir, même si c'était génial. Maintenant, on fait des choses, des plans beaucoup plus intéressants, etc. Bon. Mais rien ne remplace, c'est comme le cirque, rien ne remplace, j'allais dire, toutes les sensations. Et puis l'émotion, il y a une émotion qui est... Et l'émotion au théâtre, évidemment, qui est évidemment filtrée par l'écran. Mais, alors donc, on a arrêté. Moi, j'avais commencé une pièce Panique au ministère qui s'est interrompue. On l'a reprise, mais ça crée des embouteillages. Là, je parle en province, parce qu'à Paris, je n'ai pas eu l'occasion de rejouer à Paris, mais je vais le faire là bientôt. Bien sûr, et on en parlera. Mais c'est très dur pour le public parce qu'il y a la crainte, il y a eu les mesures sanitaires, il y a eu la crainte, il y a la crainte, les gens. Alors, ce qui marche très très fort en ce moment, parce que les jeunes sont très affranchis de ça, c'est le public jeune qui va voir, comme disent les vieux, les jeunes, c'est-à-dire les gens de one-man show, de one-woman show, qui sont des gens qui n'ont pas une affiche à Paris, ils ne font pas une émission de télé, ils sont sur leurs réseaux sociaux, et ils font des centaines de milliers de vues et ils remplissent des salles. Ça, c'est le one-man show aujourd'hui. Mais je ne parle pas de Gaspard Proust et de Blanche Gardin. Ce sont déjà des dinosaures. Je parle de tout jeune. Un gars comme Jimo, par exemple, que je connais parce que j'avais tourné un truc avec lui. Jimo, c'est une vedette. C'est un type très drôle. Enfin, vous le connaissez. Bon. Il a une lenteur laspalaisienne, d'ailleurs, entre parenthèses. Une espèce de nonchalance. Oui, la nonchalance, il a inventé le concept. Bon. Mais Jimo, il ne fait pas beaucoup de passages à la télé, mais c'est plein tout le temps. Bon. Ouais. Et il y en a d'autres. Il y a Haroun, il y a... Bon. Et ces gars-là, c'est les réseaux sociaux. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu étranger à ça. Mais pour le théâtre, c'est-à-dire les pièces de théâtre, d'abord, c'est une clientèle globalement plus âgée. Encore qu'il y ait aussi beaucoup, j'ai vu pas mal de jeunes, là, notamment un garçon qui s'appelle Nathan Martin, avec qui je jouais dans Panique au ministère, qui joue dans des pièces écrites par des gens de son âge, c'est entre 20 et 30 ans. Et il y a un public aussi de jeunes pour ça. Donc ça va repartir, mais ça repart lentement. En tout cas, nous, on va d'abord faire une pause et puis on va repartir également vers la scène, puisqu'il y a des choses qui arrivent notamment sur Paris. On fait une pause et puis on revient. D'accord. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre FM, on est toujours au Passage des Artistes avec Philippe Chevalier. Philippe, est-ce que aujourd'hui le théâtre, le spectacle, la culture de manière générale a changé de visage ? Alors, elle n'a pas forcément changé de visage, mais c'est le regard des spectateurs qui sont par définition indispensables pour le théâtre, pour le cinéma, comme pour les concerts, pour la musique, etc. La musique se porte plutôt pas mal, je trouve que parce qu'encore une fois, c'est une affaire de clientèle. Mm-hmm. C'est-à-dire les concerts rock, les concerts de musique contemporaine, mais de musique contemporaine pas au sens classique, je ne parle pas de la salle Gaveau ou de la salle Pleyel,
Quoique dans la musique classique, il y a une clientèle très fidèle aussi, les opéras, etc. Non, ce qui peut changer, c'est peut-être ceux qui en pâtissent le plus aujourd'hui, c'est les gens de théâtre. C'est-à-dire que, on a parlé des spectacles de one-man show, ça, c'est pas trop entamé. Les gens reviennent quand même, mais parce qu'il y a une chose, c'est que la clientèle globale des pièces de divertissement, je parle du théâtre de divertissement, je ne parle pas du théâtre subventionné, dans lequel il y a aussi du théâtre de divertissement, mais je parle de ce qu'on appelait la comédie pour rigoler, etc. La comédie de boulevard. La comédie de boulevard. La clientèle, c'est quand même 40, 50, 60 ans. Je confirme. Or, beaucoup de ces gens-là sont un peu frileux pour revenir à cause d'abord du Covid. Après, il y a aussi un problème de pouvoir d'achat. Et incontestablement, ce Covid a bloqué les choses. Ça va finir par se débloquer. Il y a aussi eu beaucoup de captations à la télévision, mais c'est très bien. Mais donc, les gens se disent, on a vu la pièce à la télé, pourquoi on se déplacerait ? Mais c'est pas pareil. On se le disait tout à l'heure en off, on a besoin. Et c'est vrai que j'avais reçu il y a quelque temps Jean-Pierre Castaldi, qui était également sur scène il n'y a pas longtemps. Et on ne joue pas, et il le disait lui-même, nous ne jouons pas de la même manière lorsque nous montons sur scène. Tous les jours est une nouvelle aventure. Et ça, on ne le voit pas à la télévision. Cette émotion, on ne la voit pas. Ces petits détails que nous ne pouvons voir qu'au théâtre. Mais c'est pour ça qu'il faut, de la même façon qu'on lit souvent, on peut relire un même livre, enfin on peut relire un livre, on peut revoir un film à la télé. Moi j'exhorte le public, enfin c'est facile à dire, parce qu'après il y a un problème économique, etc. Mais si c'est pas un problème économique, moi je dis au public, mais revenez nous voir. Une pièce que vous avez vue en janvier ne sera pas la même que celle que vous verrez en décembre. Et si par miracle, elle est la même, ce qui déjà est un non-sens, de toute façon, vous n'aurez pas tout vu à la première fois. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas vues à la première. Puis, alors en plus, dans le comique, il y a une érosion, mais dans le mot est réducteur, il y a une amélioration des choses. Donc il faut aller au théâtre, et il faut non seulement aller au théâtre, mais il faut y retourner. Et j'espère qu'ils seront au rendez-vous, surtout que vous revenez à l'Alhambra, donc sur Paris, ça faisait longtemps, pour les Tontons farceurs. Oui. Alors, moi, j'aime les deux auteurs, puisqu'on va un peu en parler. Sans eux, il ne se passe rien. Donc, c'est une pièce. Alors, moi, je l'appelle Bruno, mais c'est, je vous laisse en parler. C'est Bruno Druard et Patrick Angonin. Et son compagnon Patrick, qui sont extraordinaires. Et je leur avais posé la question, d'où vous vient cette inspiration ? Et la réponse était très simple, de la vie. Et c'est vrai que la vie est une source d'inspiration extraordinaire. Alors, la mise en scène, elle est également signée Olivier Massé. Oui. Vous jouez, vous avez fait une tournée d'abord. Oui, alors là, on a alors une tournée, c'est pareil, qui s'est montée avec un relatif succès, parce que comme en plus, moi je jouais en même temps Panique au ministère, c'était les mêmes tourneurs, c'est-à-dire les Lucioles qui produisent ces pièces. Et donc, il y avait tellement d'embouteillages après les 18 mois d'interruption que c'est très difficile de recaser les villes, etc. On a fait quand même pour l'instant entre 25 et 30 dates, et on va attaquer donc à l'Alhambra entre le 17 juin et le 30 juillet, le vendredi, le samedi 2 fois et le dimanche. Donc on va jouer 4 fois par semaine, les week-ends à Paris à l'Alhambra, dans cette jolie salle de l'Alhambra. Alors cette pièce, c'est un clin d'œil appuyé à la langue d'Audiard, de Michel Audiard. Oui. Et là, c'était un écueil terrible, parce que il y a des gens, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y a des gens qui ont fait ça d'ailleurs pour le cinéma. Il y a des gens qui se sont essayés à faire comme Audiard ou du Audiard. C'est excessivement casse-gueule. Eh bien, eux, ils ont échappé ils ont surmonté cette difficulté avec brio, parce que, bien sûr, il y a des références. Il n'y a pas d'emprunt, d'ailleurs. Il n'y a aucun emprunt. C'est à la manière dans une langue que le public aime, et y compris les jeunes, d'ailleurs. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui adorent les films d'Audiard, enfin, dialogués par Audiard. Même les films d'Audiard aussi, comme le cri du cormoran. Les jeunes aiment la langue. Et cette langue, elle est très belle, et elle est merveilleusement pratiquée par Angonin et Druard et Angonin. Alors ça se passe dans les années 60,
en pleine époque gaulliste, Mhm. c'est en 63 même exactement. Je suis le tenancier, je commence par moi, excusez-moi, je suis le tenancier d'un cabaret un peu louche, où il se passe des choses un peu louches. J'ai une belle chanteuse qui voudrait d'ailleurs être... Elle est interprétée. Alors c'est Nathalie Marquet-Pernot. Nathalie qui est une comédienne avec laquelle j'avais envie de jouer et mes vœux ont été exaucés. Pour quelle raison d'ailleurs vous avez Parce envie que de jouer j'avais avec vu elle jouer dans une pièce qui s'appelle Double Jeu Mhm. et j'avais trouvé très bien. Et je trouvais qu'elle aurait été parfaite dans ce... Alors je me suis permis de souffler le nom aux producteurs et à Druard et à Angonin. Ils ont été tout à fait d'accord. Ils y avaient pensé d'ailleurs sans moi. Donc le hasard a bien fait les choses. Les grands esprits se rencontrent. Alors elle joue une chanteuse qui veut devenir calife à la place du calife. C'est-à-dire elle voudrait remplacer une chanteuse qui est défectueuse, qui est une emmerdeuse d'ailleurs. Bon. Et puis il y a deux autres personnages. Moi, comme je suis un gars pas très recommandable, j'ai un homme de main qui s'appelle Valentin, qui est complètement idiot, qui est un peu l'exécuteur des basses œuvres. Parce que je suis pas un beau personnage, mais je suis pas un mauvais gars non plus. Parce que finalement, on dessoude un gars. Mais le gars est une crapule. Donc la morale est sauve et notre honneur aussi. Et puis il y a une dame pipi très pittoresque qui s'appelle Pénélope Véronal, qui est directrice de cabinet, comme elle dit, elle pratique déjà l'euphémisme flatteur. Elle est jouée par Catherine Franken, une Belge extraordinaire. Valentin est joué par un Breton qui s'appelle David Leroc, un comédien. Et puis il y a un inspecteur de police qui est un peu minable. Enfin, il est minable en apparence, mais il sait tirer son épingle du jeu. Et c'est mon vieux copain Bruno Chapelle, qui joue donc le commissaire Morille. Alors je l'appelle régulièrement Girol, Chanterelle, je ne me rappelle jamais son nom. Et alors ça nous donne une comédie qu'aurait pu s'appeler La Malle des Indes, parce que le corps du fameux gars qu'on a dessoudé réapparaît, il disparaît. Donc il y a une intrigue policière sur fond de chansons, on voit la formidable plastique de Nathalie, mais pas que, parce qu'elle est très drôle aussi, elle adore rire, elle adore faire rire. Elle chante, et puis tout ça cache une intrigue policière dont le public découvrira l'énigme s'il vient nous voir à l'Alhambra. Mais il faut venir vous voir à l'Alhambra pour les tontons farceurs. Donc c'est à partir de quand ? À partir du 7, c'est ça ? Non, à partir du 17 juin. Ah, du 17 juin. Alors on joue le 17 juin, mais on ne joue pas le vendredi. Pour une raison d'ordre technique, on ne jouera pas le 18. Donc on commence le 17, et on fait tout de suite 19, 20... Et après, tous les week-ends jusqu'au 31 juillet. Le 18, il y a eu je ne sais pas à quel appel on répond ce jour-là, mais on ne sera pas là le 18. Et quel a été le retour parce que vous avez d'abord fait une tournée. Oui. Quel a été votre ressenti par rapport au public ? Quel a été leur accueil ? Alors vraiment, un excellent. Alors, évidemment, on est capable de sentir si une pièce est bonne, très bonne. Bien sûr. Etc. Et là, le public est enthousiaste. Je m'empresse de dire que la pièce est difficile à jouer techniquement, parce que cette langue péri ou para-audiardesque, elle est compliquée, elle est complexe, il y a un balancement. Ouais. On s'amuse à jouer un peu à Gabin, à Blier ou à Maurice Biraud, mais on ne peut pas s'amuser sans être très concentré, parce qu'on ne peut pas mettre un mot à la place d'un autre. Sinon, on casse le rythme. On casse l'équilibre de la phrase. Ils sont très forts, nos amis auteurs, parce qu'ils ont bien donné ce balancement. Alors, il ne faut pas tomber évidemment dans la caricature gouailleuse, etc. Donc, on oublie très vite la langue à un moment donné pour se concentrer sur le fond de la pièce et la drôlerie. Alors, je préviens déjà les féministes. Moi, je suis féministe parce que j'aime les femmes et je trouve qu'elles doivent... on doit les traiter comme les hommes. Mais c'est une pièce qui, au premier degré, pourrait paraître très antiféministe, parce que je passe mon temps à insulter ma chef de cabinet et ma chanteuse. C'est du style on s'en fout, fous-moi le camp, qu'est-ce que tu fais là ? Donc ça n'arrête pas. On riait, et Olivier Massé le premier, on n'a jamais vu une pièce aussi où les insultes fusent, mais en réalité, celui qui les prononce, c'est moi, et je suis un bon gars. Et j'aime ma chanteuse et j'aime ma chef de cabinet. Alors justement, vous me tendez la perche, j'ai envie de vous dire, Philippe Chevalier, parce que ma prochaine question, c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons sereinement rire de tout ? Mais il faudrait, parce que là, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était Pierre Desproges, qui disait « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut rire de tout, justement avec tout le monde. Alors,
toute façon, le critère, il est très simple. Il ne s'agit pas d'avoir un œil qui servirait de filtre ou de prisme. Est-ce que ce que dit Tartampion est drôle ? Si c'est drôle, ça passe. Il n'y a pas de raison. Si c'est pas drôle, c'est que c'est pas drôle. Mais c'est très subjectif, l'humour. C'est-à-dire, ce qui est drôle pour moi ne peut ne pas l'être pour vous. Oui, mais il y a ce fameux exemple de notre pauvre Tex, on a fait les frais. Bien sûr, que nous avons reçu d'ailleurs avec plaisir. Voilà. Et Tex s'est fait virer pour une blague. Qui existait déjà. Qui est une blague vieille comme le monde. Alors, elle n'est pas fine. Enfin, une blague n'est pas faite pour être fine. Il peut y avoir des blagues très fines. Bien sûr. Mais c'est une blague qui est drôle. Et justement, j'en parlais l'autre jour à un de mes amis qui trouvait normal que... Enfin non, il ne trouvait pas normal. Il trouve qu'on ne peut pas rire de tout. Bon, alors je lui dis, mais est-ce que tu connais la raison pour laquelle Tex s'est fait virer ? Il me dit non, je lui raconte la blague. Il éclate de rire. Je lui dis, tu vois, ça t'a fait rire. Il me dit, oui, mais c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais tu as ri. Nous sommes dans le politiquement correct aujourd'hui, même ce qui fait rire. Ça veut pas dire que si je raconte cette blague, ce que je ne vais pas faire évidemment. Il faut rire, mais en off. Mais oui, alors, ça ne veut pas dire que Tex bat sa femme. Enfin, je veux dire, une blague n'est jamais... il faut qu'il y ait une forme de violence dans une blague pour que ce soit drôle. Et puis c'est pareil pour la violence. Je veux dire, à quel moment... la blague va être violente, c'est très subjectif également. Oui. Si on commence à filtrer les blagues, il n'y en aura plus dans quelques temps. Et puis ce sera la mort de l'humour. Il y a un film de Bob Fosse qui s'appelait... ça y est, c'est comment il s'appelle, c'est pas Lucky, c'est... ça y est, j'avais le nom. C'est un humoriste des années 50-60 aux États-Unis. Ce film est joué par Dustin Hoffman. Ça y est, c'est un nom en Y qui se termine en Y. C'est pas Lenny, mais c'est... Si, je crois que c'est Lenny. Non, c'est pas Lenny. Si, c'est Lenny Bruce, oui. Qui raconte comment ce garçon fait du 2e degré et va raconter des histoires. Il va au Cotton Club, donc une boîte fréquentée par des blacks, comme on dit, et il raconte des histoires sur les noirs. Il manque au début de se faire casser la gueule, et il dit aux blacks, mais attendez, je rigole. Parce que c'est une catharsis aussi. C'est comme quand Coluche racontait l'histoire, le sketch Jules. Mais non, Jules, t'as pas une grosse tête, Jules est malade, enfin il est handicapé, etc. Vous savez, moi je me rappelle, on avait fait un gala avec Bouvard à Lourdes. Et il y avait un sketch qui avait été écrit par le terrible Perroni et Jolibois. Et ils avaient fait un sketch, peut-être qu'on y était. Enfin, on y était dans le sketch, je ne me rappelle plus. Mais c'était sur les handicapés. On était devant des chaises roulantes. Mais les handicapés, les gens qui étaient malades, étaient tordus de rire. C'était ceux derrière les bien portants, ils disaient « Ah, c'est pas bien ». Mais il faut au contraire rire de ça. Ça permet, c'est la catharsis, ça permet de crever l'abcès. Et puis surtout de dédramatiser. Et de dédramatiser, et si c'est drôle, ça marche. Si c'est pas drôle, évidemment, ça marche. Il ne s'agit pas de se moquer des gens. Il s'agit au contraire de se moquer de soi-même avec des cibles qui sont des cibles... La cible est contente parce qu'on parle d'elle. Vous savez, le nombre de fois où les flics nous ont dit « Pourquoi vous ne faites pas comme les inconnus ? Pourquoi vous n'avez pas fait un sketch sur les flics ?» Parce que les gens aiment bien qu'on parle d'eux-mêmes. Oui, et puis de toute façon, parler de la différence permet de la considérer, de ne plus la considérer comme une différence. Exactement. Et ça, c'est important. C'est pour ça que l'humour est très important et il ne faut pas se mettre de barrière là-dessus. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la phrase de Desproges, mais peut-être que je n'ai pas compris, je ne sais pas. Philippe Chevalier, merci infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie, Jazia. Je rappelle donc que vous êtes à l'affiche de la pièce de théâtre, donc à l'Alhambra, Les Tontons Farceurs. Donc une pièce mise en scène par Olivier Massé et puis écrite par Bruno Druat et Patrick Angonin. Ils vont m'en vouloir. Merci infiniment. Rendez-vous donc le 17 juin. Le 17 juin, qui est un vendredi. À l'Alhambra. Merci Philippe. Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.